Ce qui est curieux avec les êtres humains, c'est qu'ils traitent leur vie de chienne de vie et en même temps ils ne sont pas décidés à la quitter. Personne ne veut mourir. Moi le premier. Quand je me dis que mourir, c'est ne plus fumer la pipe, ne plus écouter certains musiciens que j'aime, ne pas pouvoir relire des livres que j'ai énormément aimés, vraiment je n'ai pas envie de mourir. Et donc il semble que ce soit de là que vienne au moins le désir d'une après-vie. Les êtres humains, depuis qu'ils ont un peu de conscience, depuis qu'ils marchent autrement qu'à quatre pattes, ont toujours eu envie de croire dans une vie après la vie. Il y avait quelque chose qui continuait après la mort. On dirait que c'est une nécessité psychologique. Mais évidemment, pour savoir s'il y a une vie après la vie, pour savoir si les morts ont encore une existence, il faudrait avoir la preuve que les morts se manifestent. Et cette recherche de la preuve de la manifestation des morts, elle est très ancienne. Bien sûr, on s'est précipité pour dire oui, les morts reviennent parmi nous. On en avait tellement envie. Les morts reviennent parmi nous. Celui qui en a parlé le premier, peut-être, c'est Pline, l'écrivain romain, enfin l'intellectuel romain, dans une de ses lettres, où il évoque un fantôme. Un fantôme qui serait d'ailleurs tout à fait moderne, parce que c'est un fantôme avec bruit de chaîne. Bon, mais c'était au temps des Romains, et on peut considérer que c'est peu crédible. Par contre, au XIXe siècle, de nouveaux phénomènes, dont on avait pourtant entendu parler depuis longtemps, des phénomènes dont on trouvait les traces dans des témoignages, dans des récits de voyageurs, ont été pris en compte par une religion pour donner du poids à l'hypothèse de l'après-vie. Alors ces phénomènes, ce sont ceux qu'on appelle parapsychologiques, ce sont des coups dans les murs, ce sont des espèces de voyances, de prémonitions. Et vers 1850, eh bien, on a commencé à attribuer tous ces phénomènes-là, toutes ces manifestations-là, à l'intervention des personnes décédées. Et sur cette idée, qui était très simple, vous entendez des coups dans les murs que vous n'expliquez pas. Vous êtes l'objet d'une prémonition, agréable ou désagréable. Eh bien, c'est un mort qui intervient. En particulier, dans le cas d'une prémonition, ça peut être un membre de votre famille qui vous donne un avertissement. Donc, tous ces phénomènes, vers 1850, c'est très important, ont servi de base à la construction d'une doctrine religieuse qui s'appelle le spiritisme. Mais en même temps, ils ont interpellé la science. Parce que le spiritisme avait tellement de succès qu'un scientifique d'esprit un peu ouvert ne pouvait que s'interroger sur les fondements de la réussite de cette religion. Et les fondements, c'était les coups dans les murs, c'était les prémonitions, c'était bien sûr, tout le monde le sait, les tables tournant sans qu'on leur donne un coup de main. Donc, le spiritisme, par son succès, a attiré l'attention de la science sur certains phénomènes. Mais en même temps, la science était amenée à s'interroger. Ces phénomènes-là, certains relèvent du charlatanisme le plus avéré. D'autres, au contraire, semblent poser véritablement des questions, semblent interpeller la raison. Mais parmi ces phénomènes qui restent vrais une fois qu'on a fait le tri, a-t-on la preuve que certains d'entre eux signifient que après la vie, c'est encore la vie. Et vers 1910, un prix Nobel français qui s'appelait Charles Richet a montré que les phénomènes en question ne justifiaient pas l'hypothèse de la vie après la vie, ou du moins ne justifiaient pas le caractère scientifique de cette hypothèse. Et donc, il en est arrivé à dire les histoires de tables tournantes, les histoires de prémonitions, les histoires de coups dans les murs sont toujours un objet de science, mais l'idée que ces phénomènes s'expliquent par l'intervention des morts, eh bien, n'est pas une bonne idée, ça n'est pas scientifiquement admissible. Accepter qu'une personne décédée
puisse vous prévenir quelques jours avant un accident, cela relève de la croyance, cela ne relève pas de la science. Donc on était finalement revenu tout à fait à la case départ, complètement à la case départ. Et les temps ont passé, les technologies ont évolué. Or, il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une forme moderne de spiritisme. On revit les événements du 19e siècle que je viens d'évoquer, mais on les revit avec nos modernes appareillages. Et donc, il y a 150 ans, on prétendait que les morts se contentaient de toquer dans les murs ou de pousser les tables, on déclare maintenant qu'ils peuvent se manifester, qu'on peut entendre sur des enregistrements audio effectués dans certaines conditions des voix de personnes décédées, ou même, et ce serait peut-être le cas ici, qu'on peut voir apparaître sur un écran de téléviseur, eh bien, le visage d'une inconnue. Là, il me semble que c'est une personne relativement âgée, d'une inconnue, mais une inconnue qui serait peut-être décédée. J'ai pris cette photo il y a 11 ans. J'étais enceinte de mon premier enfant et j'avais envie de prendre des photos comme ça pour faire une pellicule de photos souvenirs. J'avais choisi le noir et blanc pour le côté esthétique et j'avais décidé de faire une petite mise en scène et puis de mettre le déclencheur automatique. Donc nous sommes en présence d'une photographie, qui semble extraite d'un album de famille. Nous savons par son auteur, qui est également le sujet représenté, en l'occurrence Madame Sass, qu'il s'agit d'un autoportrait. Autoportrait qui, nous dit-elle, a été réalisé afin de garder un souvenir de sa grossesse. Alors, déjà une chose un peu curieuse nous apparaît, puisque pour un autoportrait visant à garder un souvenir de sa grossesse, Madame Sass fait tout pour dissimuler son ventre sous la table, et ne semble pas vouloir se présenter elle-même, ou en tous les cas présenter la promesse qui l'attend, tant on peut voir que le cadre est extraordinairement chargé et attire notre attention dans tous les coins de la photographie. Alors, non seulement le cadre est chargé, en plus la photographie est en noir et blanc, ce qui provoque encore plus de relations complexes entre les objets qu'elle représente. Donc on peut y voir au début Madame Sass, la table, un certain nombre d'objets qui sont posés sur cette table, puis l'arrière-plan. Et très vite, on se rend compte que dans la lecture d'images, tout est un peu perturbé par un flou assez étonnant, puisque le flou concerne le personnage, l'auteur et le sujet, et le flou nous projette vers l'arrière-plan de l'image, qui permet de caractériser assez précisément l'endroit où nous sommes. Il semble qu'il s'agisse d'un intérieur parisien, un immeuble assez ancien, dans lequel on voit de la peinture imitation bois qui recouvre les murs. Et sur le fond de l'image, on aperçoit des curieux objets, notamment une veste accrochée à un cintre qui ressemble à un pendu. Et notre regard continue sa course, cette fois sur le côté droit, pour buter de manière presque saillante sur le bord droit de l'image, sur un écran de télévision qui lui est parfaitement net, dans lequel apparaît évidemment cet étrange personnage qui semble tout droit surgir d'un autre temps, plus précisément des années 40. Je me suis rendu compte en récupérant mes photos que sur une photo, il y avait une image dans la télé, alors que je suis sûre que la télé était éteinte. J'ai regardé cette image, c'était l'image d'une femme qui m'était assez mal à l'aise. Je trouvais ça très étrange, parce que je suis vraiment persuadée que le poste de télé était éteint. J'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à mon copain, je l'ai montré parce que c'était bizarre et personne n'y a fait attention. Alors je l'ai rangé dans un album, je l'ai découpé puis je l'ai rangé dans un album. Moi, personnellement, je crois être un scientifique et même un scientifique quelque peu intégriste, je ne refuse pas l'idée qu'il puisse exister encore certains mystères autour de nous
au jour d'aujourd'hui, et même que ces mystères aient un caractère technologique. Je ne refuse pas cette perspective. Autrement dit, je veux bien envisager qu'on puisse observer une image sur un écran de télévision sans que l'appareil soit allumé. Et donc, si l'on veut faire une espèce de point, il faut dire que c'est vrai, les témoignages, tels que celui constitué par cette photo, parce que c'est un témoignage. Les témoignages sont suffisants pour que l'on se dise, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce genre de fait, là, une image sur un écran de télévision, une image inattendue, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce genre de fait une question scientifique, un problème scientifique? Donc, mon avis, pour terminer, c'est que on ne peut pas refuser de se poser la question. Mais qu'il serait prématuré, et peut-être même malhonnête, d'y répondre déjà dans un sens ou dans l'autre. C'est après la sortie de plusieurs films sur les fantômes, des films japonais, dont un que je suis allée voir avec des copains. Et en sortant, je me souviens, en sortant de la salle de cinéma, j'ai tout de suite eu cette photo qui a ressurgi, parce que j'y avais pas pensé depuis longtemps. Et j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé aux copains qui étaient cette fois-là fort intéressés. Je l'ai sorti de l'album et puis je l'ai montré aux gens. Et oui, c'est vrai qu'ils ont été assez interloqués et ils ont trouvé ça étrange. Moi, je me suis un peu plus penchée sur la photo en regardant comment elle était faite, le visage de la femme qui est assez angoissant, les reflets des vitres de mon appartement sur la télé et d'autres choses auxquelles je n'avais pas fait attention auparavant. 10 ans après, cette photo a suscité beaucoup plus d'intérêt. Il y a même des copains, certains plus cartésiens que d'autres, voulaient absolument que je leur montre le négatif. Mais malheureusement, cette photo, je l'ai prise à Paris et j'ai déménagé peu de temps après. Et je pense que j'ai fait un grand ménage pour partir et j'ai perdu les négatifs ou bien je les ai jetés. Enfin bref, j'avais plus du tout le négatif. Donc j'ai jamais pu le montrer à qui que ce soit. Cette télévision, qui appartient à la même époque que Madame Sass, on doit être à peu près dans les années 80, fin des années 80, dans lequel apparaît ce curieux personnage qui semble tout droit sortir des années 40, qui n'appartient pas donc qui n'est pas contemporaine de Madame Sass, qui n'appartient peut-être pas non plus à l'environnement dans lequel évolue Madame Sass. On sait par ailleurs que par l'auteur de la photographie, la télévision était à l'époque éteinte, un fait particulièrement troublant. Et donc ce personnage nous fixe à travers les éléments flous du premier plan qui semblent directement renvoyer à la même période que ce personnage-là. En effet, le plateau, la table, le sucrier, qui pourrait d'ailleurs ressembler à une boule de cristal, la corbeille de fruits, les tasses, tout nous semble renvoyer à l'époque du personnage de la télévision et ne semble pas véritablement appartenir à l'époque de Madame Sass. En fin de compte, petit à petit, plus on regarde cette image et plus on constate que Madame Sass est absente et on se dit même qu'elle est absente, elle est en quelque sorte chassée de l'image. Chassée de l'image alors qu'elle semblait au départ être la metteuse en scène de cette photographie. Petit à petit, on s'aperçoit qu'elle en est chassée parce que tous les objets se sont organisés à son insu, de manière à peut-être permettre l'apparition de ce spectre. En effet, tous les éléments semblent nourrir une interprétation qui n'était absolument pas celle que souhaitait son auteur au départ, et au contraire, tout fait sens de façon presque paranoïaque, afin de permettre le surgissement du spectre à l'insu et aux dépens de Madame Sass. Nous pourrions dire ainsi que son auteur a véritablement été instrumentalisé, afin de permettre l'ouverture de cette fenêtre temporelle dans le poste de télévision.
Ainsi, dans cette photographie coexistent donc deux plans, si j'ose dire. Un premier horizontal, plan, c'est le cas de le dire, qui est celui de la photographie, de l'image, qui est un objet plat, et un autre espace, cette fois vertical, profond, qui nous emmène vers une sorte de trou spatio-temporel, qui lui se resserre dans le cadre de la télévision. Et donc la photographie, cette image ménage deux points focaux, l'un sur le sujet et l'autre, j'allais dire plus virtuel, dans le poste de télévision, dans lequel apparaît, si l'on cherche encore davantage, des éléments encore plus troublants, puisque sur la droite du personnage semble se tenir un autre individu aux trois quarts de dos, avec on voit une épaule, un bras, enfin. Pour aller plus loin, je pense que nous aurions recours à des outils beaucoup plus précis, comme scanner de très haute définition. Mais là, à nouveau, s'agit-il d'un acte manqué ou simplement un oubli, voire un acte délibéré de Madame Sass? Évidemment, le négatif a été perdu, donc nous sommes soumis au seul examen de cette photographie. Au-delà des photos comme celle-ci, certains témoins sont même arrivés jusqu'à dire qu'ils recevaient des fax de l'au-delà ou bien des lettres électroniques dans leur ordinateur. Donc les morts, si j'ose, vivent avec leur temps. J'ai donc regardé cette photo de plus près en essayant de voir si ce visage me rappelait quelqu'un. Bon, pas du tout. Peut-être un visage télévisuel, mais là j'ai rien vu non plus, ni animateur ou speakerine. Et les gens m'ont questionné sur ce visage et cette image. Par contre, en rapprochant ça des films que j'avais vus et des films où apparaissaient des fantômes dans les écrans, je me suis souvenue de l'histoire de mon voisin de palier, qui m'a raconté l'histoire de sa mère. Bon, c'était une personne, lui, il avait à peu près une quarantaine d'années, et sa mère, quand il était tout jeune, s'est pendue sur le palier. Je me suis rappelé de cette histoire en rapprochant ça des fantômes, et je trouvais vraiment cette histoire assez troublante et à faire froid dans le dos. Après ce inventaire non exhaustif des objets qui composent l'image et des tentatives de rapprochement qu'on peut faire entre eux et qui peuvent éventuellement produire du sens par rapport à cette image. Maintenant, si on s'intéresse au contexte dans lequel évoluait Madame Sass, donc l'auteur de la photographie, à cette époque, dans cet endroit particulier de cet immeuble parisien, on ne peut qu'être frappé des points de connexion qui s'opèrent à nouveau entre certains objets de la photographie et cet environnement. En effet, on sait par le témoignage de l'auteur de cette photographie que peu de temps avant, la mère du propriétaire de l'appartement situé sur le même palier s'est suicidée, s'est pendue sur ce palier. Or, que voyons-nous sur cette image ? Des objets eux-mêmes pendus, notamment une veste et un pantalon suspendus en l'air dont nous pouvons distinguer le haut, lui-même coupé par le cadre. Or, nous pensons que ces objets sont accrochés à ce qui semble être la porte d'entrée figurant elle-même sur le palier. Du coup, peut-être nous pouvons nous permettre une hypothèse. S'agit-il, ce spectre-là, est-il le rappel de la figure de cette femme ou un écho lointain ? Nous ne savons pas bien, nous ne permettrons pas ce type de conclusion, mais enfin on ne peut pas s'empêcher que dans les phénomènes de réminiscence et d'apparition spectrale, des échos de ce type peuvent se produire. On utilise le mot transcommunication pour étiqueter, pour rassembler, pour réunir un certain nombre de témoignages, dont les plus anciens datent d'une cinquantaine d'années, et qui consiste en manifestations sonores et peut-être même images, comme ici, qu'on peut pour le moins qualifier d'inhabituelles. Ce sont des voix sur des bandes magnétiques, ce sont des images, comme celle-ci, sur des écrans de télévision. Ces témoignages, donc,
qu'avec du recul, de la prudence, je me contente de qualifier d'inhabituelles, sont interprétées par certaines personnes comme des manifestations de personnes décédées, comme des manifestations de défunts. Enfin, pour conclure, après avoir échafaudé un certain nombre d'hypothèses, cette photographie est en tout point remarquable, qu'elle est aussi un magnifique hommage à la photographie elle-même, puisque on peut considérer que la photographie, depuis son origine, depuis le départ, en même temps qu'elle a été un extraordinaire outil d'exploration scientifique, elle a été aussi un lieu privilégié d'apparition de spectres fantomatiques et devenant paradoxalement le lieu de prédilection des apparitions paranormales ou de transmission, télétransmission. On en voit d'ailleurs les exemples les plus spectaculaires en sont notamment les apparitions de fantômes dans les photographies d'Adjet, et on sait combien les surréalistes ont été sensibles à ces phénomènes-là. Et on sait aussi comment la photographie a été utilisée à la charnière du 19e siècle et du 20e dans tout le courant lié à la photographie spirit. C'est ainsi qu'avec cette photographie noir et blanc produite, elle, dans les années 80, au-delà des circonstances autobiographiques liées à son auteur, elle est aussi un rappel et un hommage, je trouve assez émouvant, à ces mouvements et ces utilisations parfois surprenantes de la photographie et de l'image. Enfin, on peut aussi noter que le nom de son auteur, Madame Sass, peut être aussi un hommage et même une invitation au spectre à venir se présenter, et par le truchement de la photographie, puisque l'on sait qu'un sas est un espace temporaire une cloison qui permet précisément le point de passage entre deux environnements qui doivent être étanches l'un à l'autre. Donc nous pourrions dire que Madame Sass, son auteur, a été en quelque sorte instrumentalisée par son environnement, par la photographie, afin de permettre l'arrivée jusqu'à nous de cette personne figurant dans le poste de télévision.